11 heures précises. À Windhoek, 2 lignes sèches dans un décret font vaciller un siècle d'habitude, pendant que les marchés de l'uranium cèdent 3,2% en quelques minutes. Dans les chancelleries, on parle de risque, mais à Ouagadougou, beaucoup se souviennent du précédent d'Ibrahim Traoré et de son refus de rester simple figurant dans le scénario africain. Que signifie vraiment, pour celles et ceux qui vivent au pied des mines ou dans le Sahel, ce moment où une phrase signée à Namibie semble reprogrammer l'équilibre d'un continent entier? Ce récit promet une chose simple: comprendre comment un décret apparemment technique peut redisduire des rapports de force vieux, de 100 ans. Comprendre comment une décision redessine l'usage réel des richesses devient ici l'avantage essentiel, car c'est ce prisme qui permet de lire le tournant namibien sans se perdre dans la rhétorique diplomatique. À travers les mines, les contrats, les clauses dormantes et les chiffres brusquement réactivés, l'enjeu n'est pas seulement économique. Il touche directement à la capacité d'un État africain à décider pour lui-même, dans un contexte où chaque concession peut transférer des milliards hors du continent. Et c'est précisément là que le risque apparaît. Si cette rupture réussit, elle bouscule des intérêts établis depuis des décennies. Si elle échoue, elle pourra être brandie comme preuve qu'aucune alternative n'est viable. Cette tension constitue le cœur du chapitre que vous vous apprêtez à suivre. Une tension qui, dès les premières heures, a déjà fissuré un équilibre que l'on croyait immobile. Tout commence par une bascule minuscule. À 11 heures exactement, 2 phrases dans un communiqué présidentiel font vaciller de 3,2% les marchés miniers de Londres, Pékin et Johannesburg. Quelques minutes plus tard, la nouvelle s'étend comme une onde, s'infiltrant dans les radios locales du nord namibien et jusque dans les capitales voisines. Ce moment, apparemment anodin, révèle en réalité un engrenage plus vaste, celui d'un système extractif installé depuis les années 1990, fondé sur des contrats opaques, des redevances minimales et une dépendance structurelle aux fluctuations fixées hors du continent. On y découvre alors le décor réel, un pays qui exporte plus de 5 milliards de dollars de minerais par an, mais où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où 46% des jeunes restent sans emploi. Cette dissociation flagrante entre richesse souterraine et réalité vécue nourrit la fermeté du geste présidentiel. Depuis des décennies, les infrastructures servaient d'abord les corridors d'exportation, rarement les villages isolés. Les audits officiels, longtemps négligés, avaient pourtant déjà signalé les failles, des clauses léonines, des exemptions fiscales prolongées, des signatures engageant la souveraineté pour des générations. C'est dans ce contexte que le parallèle avec Ibrahim Traoré refait surface dans les conversations africaines, non pour créer un héros de plus, mais pour rappeler qu'un précédent existe, celui d'un dirigeant ayant osé rompre avec les arrangements hérités. Ce rapprochement ne simplifie rien. Il éclaire plutôt la logique générale d'une recomposition continentale. Dans la capitale namibienne, les premières réactions confirment l'ampleur du basculement. Les téléphones des chancelleries sonnent, les compagnies minières convoquent des réunions d'urgence et les rédactions européennes lancent des éditions spéciales. Dans les villages du Sahel, les radios grésillantes répètent une phrase clé. « Oh, les ressources du sous-sol ne seront plus un cadeau fait à l'étranger. » Non, ce sont ces éléments combinés, les chiffres, les annonces, les précédents, les attentes, qui constituent la véritable scène d'ouverture de ce chapitre africain. Au centre de cette journée se dresse une figure dont la présence calme contraste avec l'onde de choc qu'elle déclenche. La présidente Nandinto. Sa posture, droite et méthodique, devient la clé de lecture pour comprendre ce qui se déroule à Windhoek. Elle n'élève pas la voix, n'agite aucun drapeau, mais chaque mot qu'elle prononce semble peser comme une pièce essentielle d'un engrenage plus vaste que son propre gouvernement. En suivant cette femme de 72 ans, on mesure comment un geste institutionnel, apparemment administratif,
peut fissurer un système bâti sur 3 décennies d'habitudes extractives. 2 situations concrètes s'invitent très vite dans le récit. Dans une mine d'uranium du centre, un contremaître explique que les équipes équipées travaillaient selon des cadences fixées par des directives venues de Zurich et que personne ne savait vraiment comment les bénéfices étaient répartis. Non loin de la côte, une mère raconte que son fils, employé pour une société étrangère, passait 10 heures sur les routes poussiéreuses pour rejoindre un site dont les profits repartaient intégralement vers l'étranger. Ces fragments, rapportés par les chaînes locales, donnent un visage tangible aux annonces du matin. Le rôle de Nandinto se dessine alors comme celui d'un fil conducteur, non d'un personnage héroïque. Elle relie les chiffres aux vies, les décrets aux conséquences, les décisions à leurs usages concrets. À travers son regard et sa précision, le spectateur peut discerner la véritable question. Que change un pouvoir qui s'exerce enfin sur ce qui lui appartient? Avant l'aube, le pays suivait encore sa routine habituelle. Après 11 heures, plus rien n'obéit aux mêmes règles. Ce glissement brutal du avant vers le après compose le fil dur de cette journée qui, en quelques heures, a transformé un remaniement administratif en rupture politique assumée. Le matin s'ouvre par un communiqué bref, presque froid. En 2 lignes, Nandinto destitue son vice-premier ministre et reprend la main sur le ministère des Mines et de l'Énergie. L'acte paraît simple, presque clinique, mais il fait immédiatement monter une tension silencieuse dans les institutions. Les directeurs, les conseillers, les responsables des agences extractives comprennent que la hiérarchie vient de basculer. Dans les couloirs, certains parlent d'un coup de scalpel. D'autres évoquent un signal adressé au continent entier. 1 heure plus tard, les premières secousses s'élargissent. Les marchés réagissent. Les cours de l'uranium perdent 3,2% en quelques minutes. Les équipes des grandes compagnies appellent leur siège. Les analystes de Johannesburg rassemblent des notes d'urgence. Les télévisions européennes passent en édition spéciale. Ce qui n'était qu'un décret interne devient un événement géopolitique. Le contraste frappe. La Namibie n'a fait qu'énoncer une phrase souveraine, mais le système mondial se met en mouvement comme si une digue venait de céder. À midi, la rue suit son propre rythme. Les vendeurs de journaux scandent les gros titres. Nous reprenons nos mines. À Windhoek, des groupes se forment autour des radios portables. On commente les mots de la présidente, sa posture, son assurance. Dans les villages du Nord, les radios communautaires rediffusent de l'annonce avec une intensité presque solennelle. Une phrase revient. Ce qui nous appartient doit cesser de nous échapper. Dans l'après-midi, la scène change encore. Les audits préliminaires, menés depuis des mois, sont mis en avant. Les juristes du palais dévoilent les clauses léonines, les contrats opaques, les avantages fiscaux étirés sur 20 ans. On découvre que 17 accords n'avaient jamais été publiés. Le pays réalise alors que le geste de la matinée n'était pas une improvisation. Tout était préparé, classé, sécurisé dans des dossiers dormants. Le décret n'est que l'interrupteur final. Puis arrive le premier écho venu de l'extérieur du pays. À Bruxelles, on parle de risque. À Washington, on reste en observation. À Pékin, on appelle au dialogue constructif. À Ouagadougou, en revanche, on sourit, l'ombre d'Ibrahim Traoré circule dans les conversations. Son refus des arrangements hérités, sa manière de reprendre la main sur les mines d'or, son discours sur la souveraineté reviennent comme un miroir. Cette comparaison ne sert pas à fabriquer des héros. Elle rappelle que le geste namibien existe dans une chronologie plus longue, faite de fissures accumulées dans l'ordre extractif africain. Le soir, un second communiqué tombe. Une commission spéciale est créée. Des économistes, géologues, juristes auront pour tâche de revisiter chaque contrat depuis 1990. Il ne s'agit plus seulement d'un symbole. Chaque clause sera relue, chaque dollar retracé.
le pays comprend qu'il entre dans un cycle où la souveraineté ne se proclame plus. Elle s'administre. À mesure que la nuit descend, une impression s'installe. Le système ancien n'a pas disparu, mais il a perdu son invisibilité. Ce qui se faisait à huis clos se retrouve exposé. Ce qui paraissait immuable devient discutable. Ce qui semblait impensable devient une option réelle. Et c'est dans cette fracture que commence la journée suivante. Les heures qui suivent transforment l'émotion en chiffres et les chiffres en preuves. Le pays ne se contente plus d'un discours. Il étale les données qui expliquent pourquoi le geste du matin n'était pas une rupture idéologique, mais une réponse mesurable à une trajectoire documentée depuis 3 décennies. Pour commencer, il y a un premier chiffre. 2000 tonnes d'uranium extraites chaque année. Derrière cette magnitude, un fait simple apparaît. La valeur produite dépasse largement la part réellement captée par le budget national. Cette donnée résume 30 ans de dépendance aux fluctuations mondiales. Ensuite, un deuxième chiffre apparaît. 1,4 million de carats de diamants exportés annuellement. Ce volume, pourtant colossal, ne s'est jamais traduit par la création d'un tissu industriel local durable. La transformation reste à l'étranger, laissant au pays la portion la plus faible de la chaîne de valeur. Cette dissociation empêche l'économie de consolider des emplois de long terme. Puis vient un troisième chiffre. Plus de 5 milliards de dollars de minerais exportés par an. Ce montant impressionnant ne correspond pourtant pas à une amélioration du niveau de vie national. Il décrit un paradoxe structurel. La richesse quitte le territoire plus vite qu'elle ne le bâtit. Les infrastructures financées ne servent qu'aux routes d'exportation, rarement aux villages éloignés. À partir de ces mesures, les audits livrent des conclusions claires. Sur la période allant de 1995 à 2024, plus de 40 milliards de dollars ont quitté la Namibie sous la forme de dividendes et d'évasion fiscale. Le pays découvre que les contrats miniers ne laissaient qu'autour de 6% des bénéfices nets à l'État, un taux incompatible avec une stratégie de développement souveraine. Les juristes soulignent que certains accords prévoyaient des exemptions fiscales de 20 ans. Les géologues, eux, rappellent que la valeur des gisements augmente lorsqu'elle est transformée localement, pas lorsqu'elle part brute vers les ports. Les conséquences sociales suivent la même logique quantitative. Pour chaque emploi créé dans l'extraction, 4 emplois disparaissent dans les secteurs locaux, incapables de rivaliser avec les multinationales. L'argent circule mal, il s'évapore. Les revenus miniers, au lieu de nourrir une économie plus vaste, se concentrent dans des zones d'activité restreintes. Cette concentration explique pourquoi le chômage atteint 46% chez les jeunes, malgré l'abondance des ressources naturelles. Ce pourcentage cristallise l'impasse. Un pays riche, mais une population appauvrie dans les faits. Face à ces constats, la décision présidentielle prend un relief différent. Il ne s'agit plus d'un acte abrupt. C'est la conclusion logique d'une équation posée depuis longtemps. Les chiffres, réagencés dans un cadre souverain, deviennent les piliers d'une stratégie. Chaque pourcentage, chaque volume extrait, chaque dollar rapatrié ou perdu participe à la démonstration. La transparence apparaît comme la première étape d'un rééquilibrage nécessaire, car elle offre une base commune pour décider. Ainsi, la journée ne se lit plus seulement comme une rupture politique. Elle se lit comme une tentative de restaurer la cohérence entre ce que le pays produit et ce qu'il conserve. Et cette cohérence, si fragile jusqu'ici, pourrait devenir l'arme centrale d'une souveraineté enfin chiffrable. 2 positions dominent le débat depuis l'annonce de la présidente. La première, défendue par plusieurs chancelleries et par les investisseurs traditionnels, affirme que la décision namibienne relève d'un nationalisme risqué. Selon eux, rompre l'équilibre établi menace la stabilité financière, fragilise l'attraction de capitaux étrangers et compromet la croissance.
Il rappelle que l'extraction nécessite des technologies coûteuses, des chaînes logistiques intégrées et des financements massifs que seuls les groupes internationaux peuvent garantir. Sans ces partenaires, préviennent-ils, la production pourrait décliner et l'économie subir un choc durable. Pour cette ligne, l'ouverture est synonyme de sécurité, même si elle implique des concessions lourdes. La seconde position nuance ce diagnostic. Les partisans d'une souveraineté économique structurée soulignent que la crise ne provient pas du contrôle national, mais de l'opacité. Les investisseurs ne craignent pas la transparence. Ils craignent l'incertitude créée par des contrats flous, négociés à huis clos, impossibles à défendre publiquement. Les audits révélant plus de 40 milliards de dollars sortis du pays en 3 décennies nourrissent cet argument. Les exemptions fiscales de 20 ans, les clauses léonines et les bénéfices nets laissés à hauteur de seulement 6% à l'État montrent une asymétrie qui n'était plus tenable. La stagnation du PIB, autour de 2,7%, malgré les exportations massives, vient renforcer cette lecture. L'ancien modèle n'apportait ni prospérité large, ni stabilité sociale. Ces deux positions s'affrontent. Mais une réponse émerge des données elles-mêmes. Le risque économique existe, mais il provenait déjà de la dépendance extrême à des contrats défavorables. La présidente, en reprenant la main sur les gisements, ne rompt pas un équilibre parfait. Elle corrige une trajectoire qui étouffait la possibilité d'un développement durable. En imposant des règles lisibles, en publiant les contrats et en exigeant une transformation locale minimale, elle ne chasse pas les partenaires. Elle redéfinit les conditions du partenariat. La force du Stillman repose donc sur une idée simple. Le réalisme économique change de camp lorsque les chiffres cessent de mentir. Une ligne se déplace. À ce moment précis du récit, la rupture namibienne cesse d'être un simple geste institutionnel pour devenir un point de bascule continental. Les réactions régionales, d'abord timides, se mettent soudain à converger. Au Botswana, en Angola et au Mozambique, les ministères des Mines convoquent des réunions d'urgence pour examiner leurs propres contrats. À Ouagadougou, les radios locales citent spontanément Ibrahim Traoré lorsque les journalistes cherchent un précédent à comparer. Cette association n'est pas décorative. Elle révèle que la logique de reprise en main commence à circuler du Sahel à l'Atlantique. Dans les universités namibiennes, des groupes d'étudiants créent des cercles de lecture du contrat. Ils analysent les accords miniers, décortiquent les redevances, suivent les clauses dormantes. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé « Chachad Namibia Rise » dépasse largement les frontières du pays. La présidente, jusque-là perçue comme une figure calme, devient malgré elle un vecteur d'imagination politique nouvelle. À partir de ce point médian, la question ne se limite plus à ce que la Namibie ose faire, mais à ce que d'autres pourraient tenter une fois qu'un premier domino accepte de tomber. Les heures qui suivent clarifient l'onde de choc. Les conséquences ne se discutent plus en théorie, mais se manifestent dans 4 sphères distinctes, chacune réagissant à sa manière à la décision namibienne. Dans les institutions de Windhoek, la réorganisation commence immédiatement. Les budgets des agences minières sont gelés afin d'être réévalués sous un nouveau cadre légal. Les ministères reçoivent l'ordre de publier les contrats actifs avant 60 jours, ce qui crée un afflux soudain de documents vers la presse locale. Pour la première fois depuis des années, les citoyens peuvent consulter des clauses longtemps dissimulées, révélant l'ampleur des concessions accordées. La transparence, devenue contrainte, rétablit un rapport plus équilibré entre État et entreprises. Dans les sièges des compagnies extractives, la réaction est immédiate. Réunions juridiques, activation des clauses d'arbitrage, tentative d'obtenir des garanties diplomatiques. Certains groupes internationaux menacent de réduire leurs opérations, tandis que d'autres adoptent une ligne plus pragmatique, préférant renégocier plutôt que partir. Les experts privés reconnaissent que la présidente a verrouillé la base légale avant d'agir, limitant les marges de contestation. L'incertitude demeure, mais elle se transforme progressivement en négociation structurée plutôt qu'en confrontation ouverte. Dans les villages miniers du Nord, les radios communautaires rediffusent les annonces. Les témoignages affluent.
Mineurs, pêcheurs, travailleurs intermittents évoquent une fatigue accumulée depuis des années. Le discours de Nandinto donne un langage commun à leur frustration. Et certains comparent son ton à celui d'Ibrahim Traoré lorsqu'il parlait de souveraineté populaire. Les jeunes diplômés, eux, voient dans la transformation locale une promesse de nouveaux métiers, non un simple slogan. Cette réception populaire ancre la décision dans le quotidien, loin des débats abstraits. Sur le plan continental, l'effet domino devient plausible. Des notes circulent au sein de l'Union africaine. Si la Namibie parvient à augmenter de 15% sa part des revenus miniers, d'autres nations pourraient suivre. À Johannesburg, des analystes observent la stabilisation rapide de la devise namibienne, après une chute initiale de 1,8%, ce qui suggère que la panique redoutée n'a pas eu lieu. Dans les capitales francophones du Sahel, on évoque le précédent burkinabé comme une étape antérieure d'un même mouvement. Les diplomates concluent qu'un espace de négociation africain commence à émerger, même timidement. À travers ces 4 dynamiques, l'impact réel se dessine. La Namibie n'a pas seulement pris une décision, elle a déplacé le centre de gravité d'un modèle vieux d'un siècle. Et ce déplacement, bien que fragile, modifie déjà la façon dont le continent regarde ses propres ressources. 3 trajectoires distinctes se dessinent pour les prochains mois, chacune dépendant de la manière dont l'État, les entreprises et les partenaires régionaux réagiront à la recomposition engagée. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils éclairent les conditions qui pourraient l'orienter. Dans un scénario de base, dans cette configuration la plus probable, les compagnies minières acceptent d'entrer dans des renégociations encadrées. Les contrats sont amendés par étapes, sans rupture brutale. Redevances relevées, obligations de transformation locale introduites, clauses opaques supprimées. Les marchés traversent une période de nervosité modérée, puis s'ajustent à la nouvelle norme. Le pays ne renverse pas l'ordre extractif, mais il déplace progressivement le rapport de force. Cette stabilité relative permet au gouvernement d'installer durablement la transparence comme standard. Dans un scénario optimiste, dans cette dynamique, l'effet domino s'active. D'autres États riches en minerais adoptent des cadres similaires. Transparence obligatoire, contrôle national renforcé, limitation des exemptions fiscales longues. Les investisseurs, d'abord prudents, comprennent que la convergence régionale réduit le coût du changement. Le continent devient un espace où les partenariats s'organisent sur des bases plus équilibrées. Pour la Namibie, cette configuration ouvre la voie à un renforcement rapide de ses capacités industrielles, car la transformation locale gagne soudain une valeur stratégique. Dans un scénario difficile, dans l'hypothèse où certaines puissances étrangères exercent une pression coordonnée, où des arbitrages internationaux défavorables s'accumulent, où des élites locales résistent, l'économie pourrait subir une contraction temporaire. Les flux de capitaux ralentissent, la monnaie se tend et la contestation interne s'amplifie. Ce scénario n'annonce pas un effondrement automatique, mais une période exigeante où la cohérence politique devient indispensable. L'enjeu principal réside dans la résistance institutionnelle, tenir les réformes sans rompre la stabilité sociale. À travers ces 3 scénarios, une recommandation de pensée s'impose. La souveraineté ne doit pas être lue comme un acte instantané, mais comme un processus. Un pays ne devient maître de ses ressources qu'en consolidant progressivement les institutions qui transforment une décision en trajectoire durable. Pour beaucoup, l'histoire namibienne pourrait sembler lointaine, un décret, des contrats miniers, des chiffres et des négociations. Pourtant, ce qui se joue touche directement 3 cercles où des millions de personnes, bien au-delà de Windhoek, se reconnaissent. Premier cercle, celles et ceux qui vivent sur les lignes de fracture. Mineurs, pêcheurs, agriculteurs connaissent intimement la contradiction de travailler sur une terre riche tout en rentrant les poches vides. Ils ont vu passer les camions chargés de minerais sans que les routes, les écoles ou les dispensaires ne changent autour d'eux. Le geste présidentiel donne un nom à une réalité qu'ils subissaient sans pouvoir la formuler,
et il ouvre une possibilité de redistribution qui touche au quotidien, non aux abstractions. Deuxième cercle, la génération urbaine. Étudiants, jeunes diplômés, travailleurs précaires grandissent dans un monde où les cartes interactives, les statistiques et les flux mondiaux rythment leur vision de l'avenir. Ce qu'ils cherchent n'est pas un symbole, mais un horizon où leurs compétences ne seraient donc plus condamnées à l'exode. Pour eux, la transformation locale n'est pas un slogan, c'est une chance de construire une économie qui les inclut. Troisième cercle, celles et ceux qui observent depuis d'autres pays. Ils ne vivent ni à Windhoek, ni au Sahel, mais ils reconnaissent un motif familier, celui du décalage entre décisions économiques prises loin d'eux et conséquences qui pèsent sur leur propre vie. L'histoire namibienne leur rappelle l'importance de surveiller les clauses, les chiffres, les accords signés en leur nom. Deux suggestions simples émergent alors: s'informer régulièrement et discuter de ces enjeux dans sa propre communauté. Ces gestes modestes suffisent parfois à empêcher que des décisions invisibles façonnent l'avenir sans débat. Pour que la décision namibienne devienne plus qu'un moment politique, elle doit se transformer en méthode. Cette méthode, déjà esquissée par la présidente, s'articule en 5 étapes successives, chacune mesurable et chacune inspirée, en partie, par l'expérience burkinabé souvent associée à Ibrahim Traoré. Pour la première étape, l'audit total. Un registre public réunit tous les contrats miniers depuis 1990. Les indicateurs portent sur les redevances réelles captées par l'État et sur les exemptions fiscales accordées. Cette transparence constitue le socle du rééquilibrage. Pour la deuxième étape, la renégociation sectorielle. Les accords se sont revus par bloc: uranium, diamant, cuivre, pétrole. Pour chaque secteur, les juristes imposent un seuil minimal de transformation locale et un calendrier de mise en œuvre. Les progrès se mesurent même par le pourcentage de valeur ajoutée retenu dans le pays. Pour la troisième étape, la création d'un fonds souverain. Une part fixe des revenus miniers alimente un fonds dédié aux écoles, aux soins et aux infrastructures communautaires. Le suivi se fait via des rapports trimestriels publiés par le ministère des Finances. Le modèle reprend certains mécanismes adoptés par le Burkina Faso lors de ses réformes internes. Pour la quatrième étape, la montée en compétences. Bourses pour ingénieurs, partenariats universitaires, écoles techniques dans les régions minières. Les indicateurs portent sur le nombre de jeunes formés et sur la proportion de personnel local dans les opérations extractives. Pour la cinquième étape, la construction d'alliances régionales. La Namibie plaide pour des plateformes communes de négociation afin que plusieurs États fixent ensemble leurs standards contractuels. L'efficacité se lit dans le nombre d'accords signés et dans la convergence des normes. À travers ces 5 étapes, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une architecture. Lorsque l'on repense à la journée de Windhoek, ce ne sont peut-être pas les chiffres ni les communiqués qui restent, mais une image, celle de Nandinto, debout derrière un pupitre, avec la même détermination calme qu'elle portait le matin où tout a basculé. Cette présence que l'on avait déjà vue dans les micro-récits des mineurs ou des mères rencontrées plus tôt, revient ici comme un fil conducteur, le motif discret qui relie le politique au quotidien. Elle incarne la continuité entre les vies ordinaires et les décisions d'État. Dans plusieurs capitales africaines, ce geste trouve un écho particulier. Certains y voient une proximité avec l'audace d'Ibrahim Traoré, non pour confondre leur trajectoire, mais pour rappeler qu'il existe des moments où des dirigeants rompent avec l'habitude de subir. Ces parallèles n'élèvent pas des héros, ils signalent la possibilité d'un mouvement collectif. Mais la phrase essentielle, celle qui traverse cette histoire, tient en quelques mots. La dignité n'attend plus. Elle ramène chacun à la même question. Que faire dans son propre pays de cette leçon venue du sud de l'Afrique? Au moment où l'écran se referme, il reste pourtant quelque chose entre les mains de chacun. La capacité de ne pas détourner le regard, suivre ce qui se passe en Namibie, écouter les voix venues
des villages miniers ou des côtes lointaines. Comparer les discours officiels aux réalités vécues, tout cela participe déjà à une forme de vigilance collective. Cette vigilance n'exige ni expertise rare, ni position privilégiée. Elle demande seulement de prêter attention aux décisions qui façonnent l'avenir commun. Dans cet espace, chaque commentaire, chaque question, chaque échange compte. Dire ce que cette histoire évoque dans son propre pays, partager une expérience locale ou simplement ouvrir une discussion, c'est déjà prolonger la conversation que la présidente a entamée. S'abonner, revenir, débattre calmement permet de maintenir vivant un lieu où la souveraineté et la dignité africaine sont prises au sérieux, au-delà des frontières et des cycles médiatiques.